Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La composition des trousseaux funéraires s'adapte à l'évolution des croyances et aux possibilités financières des particuliers. L'un des objets phares des trousseaux funéraires du IVe siècle, à la fin de l'époque ptolémaïque, c'est la statue dite de Ptah-Sokar Osiris, constituée d'une effigie en bois du dieu des morts, placée face à celle d'un faucon momifié, parfois posé sur un modèle de tombe, tout ça étant installé sur un socle quadrangulaire commun. Une cavité, contenant des restes momifiés, est aménagée dans la statuette momiforme ou à l'avant du socle, sous le faucon. Si vous voulez, c'est une sorte de tombe en réduction. Le dieu des morts et le faucon de Sokar veillent sur l'élément momifié qui se trouve littéralement placé sous le dieu et sous sa protection. Le matériau le plus utilisé pour confectionner les objets du trousseau funéraire, donc c'est plus la pierre, mais le bois, le scarabée de cœur, une amulette indispensable à la renaissance du défunt dans l'autre monde, posée sur le cœur de la momie, disparaît. Il en va de même des vases canopes qui jusque-là conservaient les organes, du défunt. Ils sont remplacés par des boîtes de forme quadrangulaire en bois, en forme de chapelle, décorées à l'avant d'une porte fermée, des 4 fils d'Horus sur les côtés et de l'image d'Osiris à l'arrière. Les services funéraires, qu'on appelle les oukeptis, restent des incontournables, si vous voulez. Ils reprennent l'apparence de la momie, les bras croisés sur la poitrine, tenant des outils agricoles. Ils sont censés se substituer au défunt s'il est appelé à effectuer des corvées agricoles dans l'au-delà. Beaucoup de ces statuettes s'inspirent de celles de la fin de la IVe dynastie, mais d'autres montrent un goût nouveau pour les statuettes bicolores qui associent un bleu profond au vert de la faïence siliceuse. Il peut y avoir plus de 400 statuettes par défunt, réparties en plusieurs séries, de tailles et de qualités différentes. Les plus belles et les moins nombreuses peuvent atteindre 20 ou 25 cm de haut. Au fil du temps, les statuettes inscrites se font plus rares et la qualité de la réalisation baisse. Les oukeptis disparaissent complètement avant la fin de la période ptolémaïque. La diversité et la facture des objets du trousseau funéraire varient évidemment d'un défunt à l'autre. L'éventail de ces objets se restreint aussi durant l'époque ptolémaïque. Aux matériaux coûteux et demandant un long travail, comme la pierre, on privilégie des matériaux moins onéreux, comme les cartonnages dont je parlais tout à l'heure, réalisés à partir de papyrus usagés ou le bois. Les Grecs qui s'installent à Alexandrie apportent avec eux les pratiques funéraires grecques carrément. Et c'est alors qu'on voit se multiplier d'imposantes nécropoles, non plus souterraines, mais en surface, et qui prennent l'apparence de véritables bâtiments. Les défunts sont inhumés ou le plus souvent incinérés. Les cendres sont recueillies dans des urnes et placées dans des niches qu'on appelle les loculus, creusées dans les murs de la chambre funéraire. Ça nous parle. La famille du défunt vient y déposer des offrandes, brûler de l'encens sur un autel et y prier. Les parois sont ornées de représentations traditionnelles de momification, d'Osiris, d'Isis et de Nephthys. Le corps peut aussi être déposé dans une simple fosse, peu profonde, creusée dans le substrat rocheux, fermée par une dalle de calcaire, ou dans un grand loculus fermé par une stèle, auquel on accède en gravissant plusieurs marches. Les défunts sont simplement enveloppés dans un linceul ou disposés sur un brancard ou à l'intérieur d'un cercueil de bois ou de terre cuite ou dans des urnes cinéraires lorsqu'ils sont brûlés. Le visiteur, qui souhaite se recueillir, lui, sur la tombe d'un défunt, emprunte un escalier qui le mène à une cour à ciel ouvert. Au centre s'élève un autel destiné au sacrifice en l'honneur du défunt, un usage issu des pratiques funéraires grecques directement. Autour de la cour s'organise une série de salles percées de loculi, ainsi qu'une chambre funéraire principale. À l'intérieur se trouvent des sarcophages en forme de lit, comme dans le monde grec exactement, destinés à célébrer le banquet funéraire en l'honneur du défunt et qui prend place lors de l'exposition de son corps qu'on appelle la prothésis. L'ornementation intérieure s'inspire aussi de la tradition grecque. Les parois sont peintes d'imitations de maçonnerie grecque. La cour et l'antichambre sont bordées de colonnes doriques. Et la chambre funéraire s'orne de colonnes ioniques et de denticules. La nécropole de Mustapha Kamel abrite par exemple 6 hypogées monumentaux qui abritent les dépouilles des membres de l'élite. Ils sont aménagés autour d'une grande cour avec un autel et des dispositifs hydrauliques parce que l'eau joue un rôle particulièrement important dans les rites funéraires alexandrins.
Les sarcophages en pierre sont sculptés et peints. Le décor reprend l'aspect d'un lit en bois, comme je vous disais, ou en bronze, avec sa literie de textiles précieux, brodés d'or. Il souligne le statut social élevé du défunt et sa culture hellénique, bien sûr. Des sphinx égyptiens gardent le portique d'entrée, des incursions pharaoniques qui se retrouvent dans d'autres nécropoles d'Alexandrie. Sur l'île de Pharos, des parois sont ornées de représentations de divinités égyptiennes et de couronnes royales. Les portes s'encadrent de colonnes égyptiennes flanquées par des sphinx, surmontées d'une corniche à gorge, un élément architectural typiquement égyptien. Vous voyez le mélange. La chambre funéraire contient un unique loculus dans un encadrement en forme de chapelle égyptienne. Les sarcophages, de type grec, ornés de guirlandes, côtoient une architecture faite de colonnes papyriformes, de tores, de corniches à gorge, encore une fois, de disques solaires ailés et d'une frise d'uréi. Sur les parois, les dieux égyptiens conversent avec Méduse et Agathodémos. Des représentations serpentines et protectrices d'Isis et de Sarapis. La tombe est aussi ornée de représentations du défunt debout, habillé d'un costume grec ou emballé comme une momie entourée d'images d'Anubis, le dieu des nécropoles et de la momification, et d'Osiris. Le défunt est aussi figuré sous forme de statue qui adopte les canons et le naturalisme grec. Les Grecs adoptent les pratiques et les croyances funéraires des Égyptiens parce que finalement elles offrent une perspective plus joyeuse, on va dire, de l'avenir du défunt. Les scènes funéraires décrivent le défunt évoluant dans une campagne verdoyante, comme je le disais tout à l'heure, abondance de nourriture, joie éternelle, vision évidemment plus attirante que l'obscurité d'Hadès des Grecs, où les morts passent leur vie éternelle à regretter leur vie sur Terre. Enfin, c'est une horreur. Et ça souligne aussi les influences qui s'exercent jusque sur ces citoyens les plus hellénisés, aussi bien dans la vie que dans la mort. Si dans la tradition hellénistique, le banquet permet au défunt de retrouver une apparence de sa vie sur Terre dans le monde des vivants, eh bien la multiplication de banquets peut mener à la tombe. C'est ce qui a entraîné le décès du pharaon Ptolémée II. À force d'accumuler les grands dîners organisés en l'honneur des savants et des philosophes, eh bien le roi est devenu obèse, sujet aux crises de goutte. L'une de ces crises, plus violente, le conduit carrément dans la tombe. Son fils, Ptolémée III, Évergète, monte sur le trône. Il hérite d'un pays divisé en nomes, en districts, en villages, en nomarchies. Le nome du Fayoum est lui-même divisé en 3 districts. Là, prenez un cachet d'aspirine. Un district est composé de 2 nomarchies dirigées par un nomarque qui reçoit les revenus agricoles et de l'administration. Il est secondé par les scribes royaux, les basilicogrammates. Les villages sont gérés par un comarque, aidé par un comogrammate, un scribe et des philacites dirigés par des archiphylacites, des policiers pourchassant les voleurs et les brigands. Le dieu Esset, lui, contrôle l'irrigation du sol. Il envoie dans le pays des économes, des banquiers, des comptables appelés des éclogistes, et non pas des écologistes, évidemment. Il s'assure aussi du bon fonctionnement des systèmes hydrauliques et un architecte du nome et des géomètres se chargent, eux, de l'entretien ou de la construction des nouveaux ouvrages. Un fonctionnaire choisit les devis les plus intéressants et s'occupe de la composition des contrats. Pourquoi je vous donne ça en détail ? C'est pour que vous compreniez bien le nombre incroyable, on appellerait ça aujourd'hui un millefeuille administratif, c'est énorme, énormissime. Mais c'est comme ça aussi que ça fonctionnait. Voilà de quoi il hérite. Et dans la vie de tous les jours, me direz-vous, eh bien à Alexandrie, les hommes et les femmes se rendent souvent au bain, épiés d'ailleurs par les voyous, toujours à l'affût d'un mauvais coup. Ils isolent un citoyen et le bastonnent sans raison. Vous voyez, on dit que notre époque est une époque compliquée, on va dire violente. Imaginez ce qui se passe à cette époque-là. Personne ne peut se faire justice. Attention, à l'époque, sous peine de sanctions. C'est comme aujourd'hui. Pour corriger le laisser-aller des fonctionnaires, eh bien, le roi va rédiger carrément un guide de la bureaucratie consultable par tous. Il demande aux scribes et aux inspecteurs de se montrer plus souples avec les Égyptiens et de les encourager carrément au travail. En cas de plainte de l'attitude du comarque de la ville, il exige l'ouverture d'une enquête. L'économe du palais doit s'assurer qu'aucun Égyptien ne cultive un domaine sous le monopole de l'État. Les ateliers de tissage, les fabriques de bière et d'huile et la pêche doivent obtenir une autorisation royale, là encore, et verser une taxe. En plus, il exige de ses fonctionnaires une totale honnêteté, c'est normal, un dévouement sans limite et une vigilance toujours en éveil. Alors Ptolémée Évergète épouse Bérénice, la veuve de Magas et ancienne compagne de Démétrios, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il gère la Cyrénaïque jusqu'à la mort de son père.
Il se méfie des fonctionnaires qui ont été mis en place par Ptolémée II, qui sont devenus trop puissants et trop riches. Il cherche à se débarrasser de tous les agents incompétents autour de lui. Il se méfie notamment des stratèges. Beaucoup sont des militaires. Ils peuvent être tentés de se réunir et comploter contre le roi. Les économes, au service du dieu Seth, travaillent avec eux et doivent dévoiler au palais toute tentative de rébellion. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.